Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le plaisir de recevoir Farah Zaouy, qui n'est d'ailleurs pas une inconnue du podcast, puisqu'elle était venue au micro du podcast en 2022, lorsqu'elle était directrice juridique de l'association Anticorps. Depuis, elle a lancé sa société de conseil et de formation spécialisée en éthique publique et en prévention de la corruption, Probitas. Dans cet épisode, nous discutons de la lutte contre la corruption menée par les élus, les agents publics, les collectivités locales et territoriales. C'est un épisode passionnant, mais c'est surtout un épisode encourageant parce que Farah nous montre les avancées qu'il y a eu ces dernières années. On discute aussi du guide « Réussir les 100 premiers jours d'un mandat local » qu'elle a publié pour aider les nouvelles équipes municipales. Or, si vous êtes nouvel élu, lisez ce guide, le lien est dans la description de l'épisode. Petite précision, avant de vous laisser écouter ma conversation avec Farah, au cours de l'épisode, Farah mentionne plusieurs fois la loi Sapin II. C'est une loi qui date de 2016. C'est d'ailleurs la grande loi qui a été adoptée ces dernières années pour lutter contre la corruption et promouvoir la probité et l'intégrité. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute! Bonjour Farah Zaouy, c'est un plaisir de te recevoir de nouveau dans le podcast. En mars 2022, tu étais venu nous parler de ton travail chez Anticorps, et ça c'est l'épisode 9, si certains veulent l'écouter ou le réécouter. Et ces 3 dernières années, en fait, il s'est passé beaucoup de choses, et notamment, tu as lancé Probitas, un cabinet de conseil et de formation spécialisé en éthique publique et prévention de la corruption. Pourquoi avoir fondé Probitas après ton expérience chez Anticorps ? Bonjour Sophie, merci pour ton invitation et oui, le temps passe extrêmement vite quand on s'amuse. Par rapport à la création de Probitas, en réalité, elle est assez logique. Au niveau de mon parcours, et je pense qu'on revenait là-dessus dans le podcast numéro 9 que tu as cité, c'est que moi je suis juriste en droit des collectivités territoriales à l'origine. Donc le fonctionnement juridique, financier, administratif, politique des collectivités territoriales, ce qui fait que moi, j'aurais dû, si j'avais choisi un parcours classique, travailler auprès des élus et les aider finalement à appliquer la loi et prévenir potentiellement des atteintes à la probité, en collectivité notamment. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été recrutée dans une association de lutte contre la corruption, plutôt pour faire de la répression et porter plainte, dans le cadre d'affaires d'atteinte à la probité, comme des emplois fictifs, détournements de fonds publics, des prises illégales d'intérêt, etc., et porter du plaidoyer. Et il est vrai que j'ai toujours gardé ce côté accompagnement à l'élu, accompagnement aux directeurs généraux des services, et c'est vrai que j'ai toujours été assez présente sur les réseaux sociaux, c'est une volonté de ma part, parce que je trouve que ça crée aussi des espaces d'échange qui sont assez uniques, et qu'il m'arrivait d'échanger directement avec des élus, ou des directeurs généraux des services, ou des agents en collectivité, par rapport à des affaires en cours, des plaintes déposées, et je sentais un besoin de pédagogie et d'explication. Il n'y avait pas que des mauvais bougres en collectivité, il y avait aussi une grande incompréhension de ce que c'était un conflit d'intérêts, de ce qui était attendu d'eux, pourquoi on déposait plainte, etc. Et ce qui fait que, quand je suis partie d'Anticorps, ça a été vraiment une suite logique où, très vite, j'ai eu des propositions pour de la formation, pour de la sensibilisation, et je me suis dit autant faire les choses à fond, et donc j'ai créé un cabinet de conseil, passé une certification Calliope pour avoir un centre de formation agréé de qualité. Vraiment les choses se sont faites très naturellement, et c'est une forme de continuité en réalité de mon apprentissage initial universitaire, mais aussi de mon expérience de terrain chez Anticorps qui a été très utile. Oui, donc depuis 4 ans, tu accompagnes des élus, mais aussi des collectivités, des organisations publiques. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en passant de l'autre côté de la barrière, si je puis dire ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'humilité. C'est bête à dire, mais c'est ce que je dis souvent en créant Probitas, je suis devenue humble sur ce qu'on pouvait enseigner aux élus. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans leur réalité de terrain. C'est bien de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Passer quelques jours en collectivité dans le cadre de mes missions de conseil, ça m'a rendu plus
ouvertes aux réalités de terrain, mais aussi à la difficulté, disons, de mettre en place des dispositifs qui ont été pensés. Je parle par exemple de la loi Sapin 2 pour de très grosses structures, dans des structures où on est déjà sous-doté, où il y a un grand turnover, où il y a un manque de compétences juridiques, financières, où il y a un poids du politique très très important. Donc ça a été le premier élément, mais également la nécessité d'adapter son niveau d'expertise pour que le message passe. Parce que le sujet de la corruption, c'est un sujet qui est universel. Pour autant, je trouve qu'on ne prévient pas et qu'on ne lutte pas contre la corruption de la même manière dans une métropole en hexagone que dans une commune de moins de 3 500 habitants, voire dans un village de 500 habitants en Corse ou dans les Outre-mer. Et donc ça nécessite vraiment de se poser la question à qui je parle, à quel moment, sur quel territoire. Tu parlais de leur réalité de terrain, mais justement, quelle est-elle? Quels sont un petit peu les grands risques de corruption auxquels ces élus ou auxquels ces collectivités peuvent être confrontés? Justement, les risques, ils sont multifactoriels, ils sont vraiment au cœur des réalités de terrain et de quotidien. C'est que déjà, tout dépend du type de structure et de collectivité, mais il y a énormément de sujets par rapport au bon usage des deniers publics, c'est-à-dire de l'argent des structures publiques, de l'administration. Et ça peut aller de choses toutes bêtes, comme on a des voitures de service qui finalement deviennent des voitures de fonction, alors que rien ne prévoit dans la loi qu'il y ait des voitures de fonction, sauf exception à, des cas de détournement de fonds publics de plusieurs millions d'euros et donc on va dire que l'ampleur, elle peut être, très, différente d'une situation, à une autre. Il y a aussi le poids, on va dire, des relations entre des administrations et le secteur privé qui parfois peut jouer sur une certaine forme de naïveté ou en tout cas d'incompétence du secteur public pour pousser à des logiques corruptives et donc ça, je pense notamment aux entreprises, associations, des fédérations et cetera qui ont d'autres logiques que celle de la poursuite, de l'intérêt général. Il y a aussi un risque humain, parce que la corruption, il y en aura toujours tant qu'il y aura de l'humain. On pourra mettre en place tous les dispositifs les plus sophistiqués, si vous avez un ou plusieurs humains qui se mettent d'accord pour corrompre ou être également corrompus en acceptant certains mécanismes, eh bien, il y aura, des faits de corruption ou en tout cas des faits d'atteinte à la probité, selon la qualification juridique. Et donc il y a, on va dire aussi, un sujet culturel de lutte contre les idées reçues de: «On n'est pas concerné par la corruption, on est une petite structure, tout le monde est honnête» et cetera. En réalité, c'est pas vraiment, le sujet, c'est la manière dont on fait, en sorte d'avoir des mécanismes de prévention, de détection, mais aussi de répression, efficaces pour faire en sorte que les risques, soient à un niveau acceptable. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 2 exemples un peu différents? Tu as mentionné, par exemple, un petit village de 500 habitants en Corse ou, en outre-mer versus, une métropole. Est-ce que tu peux peut-être nous donner, voilà, une petite avant-goût de ce que les risques de corruption, peuvent représenter dans ces environnements, très différents et de la manière dont, les élus et les agents, peuvent répondre à ces problèmes-là? Effectivement, je parle beaucoup des outre-mer parce que j'ai eu cette opportunité assez tôt dans la création de Probitas de me déplacer, donc à La Réunion, puis en Guyane et à Mayotte. Et les territoires vont se poursuivre, mais je ne spoile pas. Allez me suivre sur LinkedIn, vous verrez quelles seront mes prochaines destinations. Je précise que c'est pas à des fins touristiques, c'est surtout pour du travail. Je trouve que dans ces territoires-là, la particularité, c'est qu'on cumule les difficultés. Il y a des difficultés économiques qui sont liées à l'isolement, au manque de diversité de l'offre. Ce qui fait qu'on peut avoir des entreprises qui sont soit en monopole, soit en oligopole, et on le sait, ça ne favorise pas une concurrence saine, équitable, et à cela peuvent se rajouter des conflits d'intérêts d'ordre familiaux, amicaux. Également, des difficultés d'ordre social, où dans ces territoires-là, ce que j'ai pu identifier, c'est que les collectivités sont le relais social de pas mal de personnes qui comptent sur la collectivité pour leur fournir une aide, et ce qui est totalement normal, et qu'il peut y avoir après une forme de pression citoyenne qui peut se muer en clientélisme. Et ça, c'est pas forcément que moi qui le souligne, hein. Vous avez des rapports de chambre régionale des comptes qui mettent en avant ce risque, et notamment à l'approche des municipales ou d'autres types d'élections. Également, il peut y avoir, un sujet, on va dire, d'ordre culturel, et là, je vais mettre de grands guillemets, parce que je ne pense pas que culturellement, en outre-mer, la pratique soit plus tolérée qu'ailleurs. Pour autant, il y a une proximité qui est plus importante, je trouve, entre les citoyens et leur administration et les élus. Un réseau de connaissances un peu plus, poreux
que dans de grandes métropoles où finalement nous sommes des anonymes, où il est très difficile d'aller voir Anne Hidalgo, pour aller se plaindre. Alors qu'en réalité, dans des collectivités d'outre-mer ou même de petites collectivités hexagonales, c'est un peu plus facile et donc des risques de conflit d'intérêts, également, de passage en force de certaines décisions, au mépris, des circuits officiels. Et donc pour moi, ces territoires, ce sont des catalyseurs de pas mal de risques qui existent dans d'autres types de collectivités, mais avec une intensité un peu plus importante et avec une nécessité de pédagogie active pour aussi aller au-delà de la stigmatisation, qui pour moi est aussi un facteur supplémentaire. Comme on parle de ces territoires comme des territoires soit de carte postale, soit comme des territoires de non-droit et où la corruption, serait très importante, il est difficile de faire avancer le sujet d'un point de vue culturel. Parce que c'est sensible et que de toute manière, on pourrait considérer que, on les voit comme de mauvais élèves et donc pourquoi, ils se mobiliseraient sur ces sujets? Et moi, pour le coup et je le dis assez régulièrement en conférence et cetera, mais c'est des territoires qui m'ont appelée assez prématurément ou en tout cas, précocement dans le développement de mon cabinet de conseil. Donc, je laissais intéresser par ces sujets, mais c'est juste que personne n'en parle. Et tu parlais du côté culturel en sciences humaines et sociales, on parle des normes sociales, la théorie des normes sociales, qui fait qu'en fait il y a des comportements qu'il faut prendre en compte le contexte parce que il peut y avoir des attentes sociales. Donc là tu parlais de cette proximité, on va facilement solliciter son élu. Donc ça c'est un point important. Si on a un travail ou un poste à responsabilité, il peut y avoir comme attente en fait que ça en fasse profiter la famille, les amis. Donc c'est pas une question de culture comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a des secteurs, des régions, des zones où la corruption est plus tolérée, mais plutôt des normes sociales, des attentes qui vont mettre de la pression sur un certain nombre d'agents ou d'élus et la corruption va pouvoir peut-être plus facilement entrer en jeu. Donc c'est toujours cette question, est-ce que c'est culturel ou pas culturel? Et en t'écoutant, je sais que tu fais beaucoup de formations, que ce soit en hexagone ou dans les territoires outre-mer. Tu as aussi de nombreux échanges avec des agents et des élus. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose le plus souvent ou des réactions que les gens vont avoir plus régulièrement? Oui. Alors, quand on aborde la question des cadeaux et invitations, mais ça, où que j'aille, même en entreprise, c'est: «Ah là là, ça veut dire qu'on peut plus accepter la boîte de chocolat». Ça, c'est quelque chose qui revient comme une forme, on va dire, de pessimisme en expliquant: «Oui, ces règles de compliance ou, ces règles de prévention de la corruption, eh bien, finalement, elles sont aussi, synonymes de rupture du lien social» et ça, il faut expliquer que non, les cadeaux, invitations, hospitalité, ce sont des choses qui font partie de la vie des affaires ou de la vie courante. Pour autant, il faut se poser des questions sur la forme de contrepartie cachée, que l'on n'a pas toujours en tête. Également de périodes où ça n'a pas lieu d'être, par exemple des périodes d'appel d'offres. Il y a aussi d'autres types de réactions et c'est surtout par rapport au lancement d'alerte. Je trouve que le lancement d'alerte, c'est le dispositif, l'outil de la loi Sapin 2 le plus sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a, du côté de l'instance dirigeante, une crainte qui est légitime d'avoir en interne, finalement, une sorte de cheval de Troie et d'outil de perturbation sociale où on utiliserait, le dispositif d'alerte interne, pour perturber, la gestion interne, pour pousser certains sujets, de contestation en droit du travail. Il y a aussi un risque réputationnel très, très important et donc il y a des difficultés à le mettre en place et en tout cas de faire en sorte qu'il soit potentiellement, utilisé, en tout cas de le porter pour qu'on en ait une parfaite confiance et dans le même temps, des salariés ou des agents, qui m'expliquent: «Oui, c'est bien gentil le dispositif d'alerte interne, mais vous le savez, si je l'utilise, eh bien, je serai, placardisé, ostracisé et que même si la loi, prévoit un cadre protecteur, ça n'empêche qu'en termes d'ambiance, il y aura une dégradation et donc OK, je prends note de son existence, mais moi je l'utiliserai pas» et donc il y a tout un enjeu, à la fois de réassurance de l'instance dirigeante en leur expliquant que ce sont des mécanismes qui sont sains parce qu'il vaut mieux, entre guillemets, «laver son linge sale» en famille, même si l'entreprise n'est pas une famille et l'administration non plus, mais pour comprendre, le fait qu'il y a des choses qui sont possibles à analyser en interne avec sérénité, en restant factuel, en qualifiant les choses et également, du côté des salariés et des agents, de leur permettre également de comprendre que, si le dispositif a été mis en place de manière correcte, s'il y a vraiment un engagement de l'instance dirigeante, qu'il n'y a aucune crainte à l'utiliser et également de faire en sorte de comprendre à quoi ça sert le dispositif d'alerte interne, que c'est ni un outil de déstabilisation comme le penserait l'instance dirigeante, ni un outil qui doit être utilisé pour régler des choses qui relèvent peut-être d'une politique interne, du droit du travail, etc., parce qu'il existe d'autres voies.
Et donc, pour moi, ce sont les choses qui reviennent le plus. Et après, par rapport aux conflits d'intérêts aussi, j'avoue également que mon expérience avec Probitas m'a rendue, une fois de plus, encore plus humble sur le sujet des conflits d'intérêts, où on peut considérer que c'est quelque chose d'évident, et ça, c'est le biais de l'expert qui parle en disant bon, il n'y a rien de sorcier à qualifier un conflit d'intérêts. Eh bien non. Soit on les voit partout, soit on les voit nulle part, que ce soit dans l'administration ou auprès du secteur privé et même auprès de personnes qui ont fait des études. Pourquoi? Parce que ce sont des analyses au cas par cas et qu'il y a de l'émotionnel qui peut jouer là-dessus. On est assez mauvais juge pour soi-même. Ce qui nécessite également de pouvoir formuler les choses et qu'également, en matière de conflit d'intérêts, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'il y a une sorte, on va dire, d'hystérisation sur la notion de conflit d'intérêts, où tout de suite un conflit d'intérêts, on est une mauvaise personne, on est coupable. Alors qu'un conflit d'intérêts, c'est une situation qui est factuelle, qui est naturelle, qui est humaine, et qui n'a rien de préjudiciable en tant que telle si elle est gérée de manière prématurée et de manière saine, de manière factuelle toujours. Mais il y a encore des difficultés à gérer les conflits d'intérêts en entreprise ou dans l'administration. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette question de conflit d'intérêts. Tu disais que voilà, ça t'avait amené à avoir une autre perspective un petit peu sur le sujet. Quels seraient des exemples où finalement c'est pas si évident que ça, que c'est une situation de conflit d'intérêts et donc possiblement en fait on ne le voit pas et on ne le gère pas correctement. Et deuxième question, une fois qu'on a identifié la situation de conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je trouve que les situations les plus sensibles, c'est les situations de zone grise, c'est-à-dire les relations amoureuses qui débutent après les prises de fonction. On le sait, je ne sais plus quelle est la statistique exacte de personnes qui rencontrent leur moitié au travail, mais elle est très importante. Et la difficulté étant qu'il y a une différence entre rencontrer sa moitié au travail, parce que nous, on travaille à la direction juridique et l'autre à la direction RH. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux, à moins que ce soit le DRH, ou quelqu'un qui rencontre sa moitié qui se trouve être son supérieur hiérarchique, et à l'inverse, un subordonné. J'en avais d'ailleurs rédigé une newsletter pour Ligne de conduite il y a quelques mois sur l'affaire Nestlé en Suisse, où un directeur général avait été licencié du fait de sa relation avec une subordonnée qui n'avait pas été déclarée alors que le code de conduite interne prévoyait une telle procédure. Et donc comment on gère ce type de situation-là? Premièrement, il faut essayer de formuler les choses et donc de saisir un tiers, un déontologue, un référent interne probité, pour lui poser la question. Et là, c'est difficile dans le cas que je cite. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de vie privée. Est-ce que l'employeur est en droit de connaître ces éléments-là? Bon, ça, c'est des choses qui peuvent être gérées en interne via le code de conduite quand il existe, pour essayer de faire comprendre en quoi ça peut être problématique et la manière dont on peut aménager aussi le droit à la vie privée, qui est un droit fondamental. Ensuite, il y a la question de la transparence et la manière dont on va mettre en place des mécanismes de déport ou de retrait. C'est-à-dire que si en interne, vous avez deux personnes qui ont une relation amoureuse, d'évaluer s'il y a un risque dans la manière dont les décisions seront prises, qui peuvent être après sujets à discussion en termes d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité. Et de faire en sorte que cette personne ne se prononce pas sur le cas précis. Par exemple, on avait eu le cas d'Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, qui avait été nommé. Il y avait eu un sujet très rapide par rapport à sa femme ou conjointe, qui était elle-même numéro 2 de la sécurité sociale. Bah là, il y a forcément un lien, parce que ministère de la Santé, sécurité sociale, on voit où est-ce que ça peut poser souci potentiellement. Eh bien, un arrêté de déport ou un décret de déport avait été pris en l'espèce, prévoyant que ce dernier ne se prononcerait pas sur la situation individuelle de sa conjointe. C'est aussi simple que ça, parfois. D'autres fois, c'est un peu plus délicat dans les petites structures où il peut pas y avoir, on va dire, de délégation ou en tout cas de sortie de ligne hiérarchique. Et donc, c'est vraiment, à mon sens, du cas par cas, mais le tout, c'est de ne pas normaliser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la tête des gens déjà en disant bon, moi je suis quelqu'un d'honnête, je ne ferai pas de favoritisme, certes, mais il y a les apparences qui comptent dans la loi, l'apparence du conflit d'intérêts. Et également, c'est des situations qui peuvent aussi, je trouve, dégrader le climat social en interne avec ce sentiment de favoritisme, même s'il n'est qu'un sentiment. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir, à un moment, désamorcer des situations qui peuvent pourrir dans le temps. Et au niveau des municipalités, par exemple, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner d'une zone grise ou d'une situation de conflit d'intérêts qui n'est pas forcément évidente et que des élus, par exemple, ne voient pas nécessairement tout de suite?
ou ils n'identifient pas directement comme pouvant être une situation de conflit d'intérêts? En matière de secteur public et d'administration, on va dire qu'il y a un sujet qui est très sensible, c'est les marchés publics. Pourquoi? Parce que c'est énormément d'argent, hein, les marchés publics, c'est la manière dont les collectivités territoriales et les administrations se fournissent en matière de travaux, de services et de fournitures. Il se trouve qu'il y a des territoires dans lesquels des élus ont eux-mêmes une casquette d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que le mandat d'élu est un mandat bénévole. Certes, il peut s'accompagner d'une indemnité, mais bon, elle n'est pas non plus toujours folichonne. Et qu'également, rien n'empêche d'avoir un cumul d'activités si cela est possible matériellement. La difficulté étant que si vous êtes élu, quelle casquette vous avez sur la tête si vous postulez à des marchés publics de la collectivité? Et donc ça, c'est vraiment une question qui est extrêmement sensible, parce que bon, pour des métropoles, on pourrait dire il n'y a pas de sujet, la diversité de l'offre fait que l'élu n'a une entreprise qui ne dépend pas forcément de la collectivité en tant que telle, il pourrait postuler ailleurs. Et souvent d'ailleurs, c'est ce qui est mis en place pour les grosses collectivités où on demande même aux élus de s'engager à ne pas postuler au marché public de la collectivité. Je vous avoue que c'est plus difficile en Guyane ou dans d'autres types de territoires, dans lesquels déjà, la diversité de l'offre, elle n'est pas très importante, c'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises dans le marché ou sur le secteur, et également à l'inverse, pour les entreprises, où il y a peu aussi de commandes. Et donc là, on peut aussi atteindre une certaine forme de limite. Et donc, il faut pouvoir appréhender les choses au cas par cas et de faire en sorte que si un élu ou même un agent, ça peut être un agent, a un conjoint, une conjointe qui a une entreprise, eh bien, il n'y ait pas de collusion dans la manière dont on va rédiger le cahier des charges, dans la manière dont on va analyser les offres et dans la manière dont l'offre va être exécutée dans le temps. Et ça, j'avoue qu'il n'y a pas de solution unique parce que on pourrait dire oui, mais forcément, ils ont un avantage, ils connaissent la collectivité. Oui, mais ils connaissent les collègues, etc., etc. Le tout, c'est vraiment d'avoir une approche au cas par cas, parce qu'on peut pas non plus empêcher, on va dire, les gens de vivre, entre guillemets, et que c'est aussi contre-productif, je trouve, dans la manière dont on fait avancer ces sujets en collectivité et même dans la société. On voit bien toute la complexité du sujet avec ces deux exemples que tu nous as donnés dans des structures différentes, des tailles différentes. Ça montre la difficulté de lutter contre la corruption. Et je vais faire un petit parallèle, en tout cas un petit saut, pour parler de l'indice de perception de la corruption de Transparency International qui est sorti au mois de janvier. La France a encore perdu 2 places pour se classer 27e, donc c'est son plus mauvais score depuis que l'indice est publié. Quelle est ta perception en fait de la situation sur le terrain? Alors c'est une perception, mais voilà, ce serait intéressant de voir comment, après toutes ces années, ces 4 années, est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que en fait les choses s'améliorent? Est-ce que ça stagne? Comment tu perçois cette situation? Je perçois cette situation, on va dire, de manière nuancée. C'est que il y a de plus en plus d'affaires, de plus en plus d'élus qui sont condamnés avec une exécution provisoire, hein. Pas que Marine Le Pen, hein, beaucoup d'élus locaux perdent leur mandat après une décision de justice. De plus en plus de signalements également qui sont effectués chaque année pour des atteintes à la probité, que ce soit auprès du défenseur des droits, de la Cour des comptes, aux chambres régionales des comptes, l'Agence française anticorruption, etc., au procureur de la République évidemment. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire, à mon sens, qu'il y a plus de corrompus. C'est que je pense que le thermomètre fonctionne un peu mieux, qu'il y a une meilleure détection via des dispositifs d'alerte interne qui commencent à être mis en place, notamment dans le secteur public, de manière efficace. Également qu'il y a une sensibilisation active qui se fait. On voit qu'il y a des MOOC qui ont été lancés par le CNFPT, le Centre de formation des fonctionnaires, qu'il y a eu les déontologues des élus qui ont été nommés en 2023, dont je fais partie en Corse et dans un établissement public parisien, qu'il y a des déontologues des agents aussi, et donc à mon sens, on peut évidemment reprocher à la France un manque de portage politique. Pour moi, c'est surtout ça, l'explication du classement de Transparency de cette année. C'est-à-dire qu'il y a un manque de portage au niveau de l'exécutif, et quand on parle de l'exécutif, il faut être clair, c'est premier niveau, président de la République et ministre. À une certaine époque, quand un ministre était mis en examen, il devait démissionner. Pourquoi? Parce qu'on considérait que la fonction était si importante qu'en termes d'image, il y avait un préjudice, limite d'ordre public, à ce que cette personne se maintienne. Cette politique, elle a été suivie jusqu'au premier mandat d'Emmanuel Macron, pour ceux qui se souviennent, où François Bayrou et Madame de Sarnez avaient démissionné après leur mise en examen dans l'affaire des assistants au Parlement européen. Puis,
Cette jurisprudence a glissé avec Éric Dupond-Moretti, Olivier Dussopt notamment, où désormais, la logique était que, et toujours d'ailleurs, que tant qu'on n'a pas été condamné définitivement, on peut se maintenir. Et donc forcément, à mon sens, ça explique également le glissement dans le classement. Parce que d'un point de vue image, évidemment, je pense que le citoyen n'est pas totalement hermétique au fait que l'on considère que des élus mis en examen pour des affaires d'atteinte à la probité puissent se maintenir, alors que potentiellement, eux, si ça leur arrivait dans le cadre de leur activité professionnelle, notamment des agents publics, eh bien, il y aurait potentiellement une mise à pied, et même en termes d'image, c'est difficile à justifier, parce que l'exemplarité est quelque chose qui est très attendu par les citoyens, et on le voit même dans les études d'opinion, hein, celle du Cevipof, qui pareil est sortie en février 2026, qui explique que 78% des Français n'ont pas confiance dans leur politique. Et donc je pense que c'est une donnée qui est à croiser, mais que pour autant, moi, mon expérience de terrain, elle est assez optimiste. J'essaie de rester positive parce que je vois de plus en plus de collectivités se former. J'avoue que j'aurais pas parié en me lançant il y a 4 ans que j'allais être nommée déontologue en Corse. Et c'est pas pour être dans les clichés, mais c'est que si on prend le classement de l'Agence française anticorruption en matière d'atteinte à la probité par habitant, par affaire, eh bien les territoires les plus corrompus entre guillemets, ou en tout cas les territoires où il y a le plus d'affaires d'atteinte à la probité, surtout ça, hein, ce sont les territoires d'outre-mer et la Corse. Et donc forcément, moi je vois des évolutions positives, je suis de plus en plus saisie en tant que déontologue à des fins de prévention. Là, c'est les municipales. J'ai pas mal d'élus dont je suis déontologue qui sollicitent des entretiens pour vérifier que leurs dépenses de campagne sont correctes, même pour ceux qui dépendent pas de la Commission nationale des comptes de campagne pour les petites collectivités, ils veulent vraiment s'assurer qu'ils font les choses bien. Moi, forcément, ça me conforte dans le fait qu'il y a du progrès. Et pareil pour les agents qui veulent se former, qui sollicitent de plus en plus de formations à ce sujet. Et moi, quand je me déplace, qui ont toujours plein de questions. Également, un autre point positif que j'analyse, ça c'est plus en termes de culture. Il y a une époque où quand j'allais en collectivité, j'y allais un peu discrètement, ou en tout cas sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que je communiquais pas forcément sur les collectivités qui faisaient appel à moi. Et aujourd'hui, ce sont ces collectivités qui me demandent est-ce qu'on peut en faire un post LinkedIn en disant on s'est formé avec Probitas, etc. Parce que pour eux, c'est important de montrer qu'il y a des choses qui avancent, qu'ils sont proactifs, et que pareil, souvent ce qu'on me demande, c'est de former les agents et les élus. Pour dire tout le monde est formé, tout le monde a le même niveau d'information, et on peut continuer la vie tranquillement. C'est important d'entendre ces avancées parce que, comme tu le disais, au niveau de la représentation nationale, au plus haut niveau, que ce soit du gouvernement, peut-être même au sein de députés et sénateurs, l'exemplarité n'est pas forcément là et il y aurait le risque, en fait, que voilà, les citoyens se disent, bah, eux, ils détournent de l'argent, ils commettent des faits de corruption, bah, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas? Donc ce risque de retour en arrière est là. Du coup, c'est super d'entendre que malgré la situation, les élus se forment, il y a des intérêts, tu es sollicité, on en parle et je trouve que c'est très encourageant. Tu mentionnais les élections municipales, elles ont eu lieu le mois dernier en mars. Et en amont des élections, en fait, tu as publié un guide pratique, Réussir les 100 premiers jours d'un mandat local. Pourquoi avoir réalisé ce guide et en quoi est-ce important et que ça pourrait aider les nouveaux élus? Ce dont je me suis rendu compte assez rapidement en me déplaçant, c'est que malheureusement, toutes les collectivités ne sont pas logées à la même échelle en matière d'accès à l'information. Il y a des collectivités dans lesquelles on a des services qui sont assez similaires à ceux des entreprises. Vous avez un directeur juridique, un directeur des finances, quelqu'un même à la probité avec un référent probité. D'autres où on a une secrétaire de mairie qui est mutualisée pour plusieurs collectivités. Pour autant, tout le monde a les mêmes devoirs et obligations. Tout le monde est exposé de la même manière, si ce n'est plus sur certains territoires, au fait d'atteinte à la probité. Et donc, moi m'est venue l'idée, c'était cet été, en discutant et en fait en revenant de Guyane, d'une mission, de me dire en fait, il serait intéressant de proposer dans un document unique des fiches. Vraiment, si demain, moi j'étais élue maire, si je partais de zéro sur ces sujets. Et également, comment je ferai en sorte avec mon équipe de déployer ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'on leur en parle, hein, de la loi Sapin 2, on leur en parle, des codes de conduite, ils sont pas totalement, on va dire, hermétiques. Mais c'est que souvent, moi, la question qu'on me pose, oui, mais par où on commence, quoi? Ça a l'air tellement compliqué, ça a l'air d'être un mastodonte de normes complexes. Et c'est là où est venue l'idée de fournir ce guide, où on peut piocher dans ce qui est possible à un instant T,
et se dire: «OK, bon, bah, on est élu, là, en mars, eh bien, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est se poser la question, est-ce qu'on a un référent déontologue des élus? Est-ce qu'on l'a nommé? Est-ce qu'on a des pistes pour le nommer? Comment on fait pour nommer un déontologue des élus?» Et donc ça, je l'explique, dans le guide. Pareil, sur les cadeaux et invitations, est-ce que c'est un sujet ça dans la collectivité, les cadeaux et invitations, que ce soit pour les agents, que ce soit pour les élus? Est-ce qu'on a, un document en interne qui prévoit une norme unique ou si c'est du cas par cas? Et si c'est du cas par cas, la problématique, c'est que quand on peut avoir une sortie de route, ça peut faire mal, quoi. Et donc vraiment de prendre micro-sujet par micro-sujet pour proposer une feuille de route cohérente en 100 jours pour mettre en place des outils de prévention et un filet de sécurité minimal, disons. Et donc moi, c'est de là, d'où est venue l'idée. Pour le produire, hein, je suis pas non plus partie de rien, hein. Je suis partie de mes échanges en collectivité, je suis partie de mes missions de terrain, que ce soit en France hexagonale ou dans les outre-mer, ou aussi dans les petits territoires, pour essayer vraiment de collecter, l'ensemble, des, avis, mais aussi des objections que je pouvais avoir, sur le sujet. C'est un guide qui a été relu par des acteurs assez différents, à la fois, par la Gazette des communes, hein, qui a pu communiquer, à ce sujet et qui est le média de référence des collectivités, mais aussi, par une collectivité, en tout cas ses services, qui est certifié ISO, 37001 anticorruption, donc forcément qui a un niveau de maturité, important à ce sujet. Je l'ai fait relire aussi à l'Association des petites communes de France, pour pouvoir leur demander leur avis, mais aussi à des assureurs de collectivités pour la partie financière. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un document, actionnable, pragmatique et priorisé. Est-ce que tu as déjà des premiers retours? Alors, il est encore trop tôt, je sais, ça va être les premiers jours du mandat, mais voilà, comme il est disponible depuis quelques semaines, je crois que c'est depuis début février qu'on peut y accéder. Est-ce que tu as des retours sur des candidats ou bien de retours de personnes qui étaient déjà élues? Oui, j'ai eu énormément de retours positifs. Je sais déjà que, en moins d'une semaine, il a été téléchargé 300 fois et donc c'est, plutôt énorme, hein, mais également, le guide n'en étant pas téléchargé, je sais qu'il circule pas mal dans des réseaux, de collaborateurs d'élus, dans des réseaux d'associations, d'élus, que j'ai des personnes qui m'ont écrit, directement pour me dire qu'il était très clair, que c'était un bon travail, qu'on sentait que c'était du terrain, que c'était pas un cabinet de conseil, totalement hors sol, qu'il y avait eu un travail aussi de pédagogie pour que les termes soient clairs et ça vraiment j'ai fait un énorme travail pour, me relire et me poser la question: «Est-ce que, quelqu'un qui n'est pas du tout du milieu, comprendrait, où est-ce que l'on souhaite en venir?» Et également, bah, des demandes pour de la formation. Ça, j'ai eu pas mal de demandes, pour de la formation assez rapidement, d'équipes municipales ou en tout cas, des agents publics en charge des plans de formation qui m'ont dit: «Voilà, on souhaite former, votre guide nous a, sensibilisés à, ces problématiques-là et donc comment on fait concrètement?» Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi faire de ce guide, au-delà de la simple information, mais un outil pour passer à l'action, que ce soit par des formations en interne, en externe, mais aussi dans la mise en place de normes que les collectivités peuvent mettre en place, toutes seules, hein. Et puis donner des idées, parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles les municipalités n'auraient pas pensé. Et du coup, d'avoir ce guide, c'est aussi un bon rappel de ce qu'il faut mettre en place et voilà, avoir un petit peu les trucs et astuces, veiller à la probité et à l'intégrité. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode et sur le site internet aussi pour celles et ceux qui auraient envie de le télécharger, de regarder et de l'utiliser si vous êtes vous-même élu et que vous avez envie de démarrer votre mandat sous les meilleurs auspices, celui de la probité et de l'intégrité. Donc je mettrai ça avec l'épisode. Une dernière chose avant de clôturer l'entretien, il y a quelque chose qui fait ta marque de fabrique, c'est cette volonté de rendre ces sujets de corruption et d'anticorruption accessibles à tous et par des moyens de communication plus original que ce qu'on voit habituellement. Ça passe notamment par ta newsletter, ligne de conduite qui est extrêmement suivie, des courtes vidéos que tu peux poster sur les réseaux, tes posts aussi. En quoi ces différents formats-là permettent en fait, et là je reprends tes mots, je te cite, d'insuffler une culture de l'éthique. À mon sens, il est très important de comprendre qu'on est tous concernés par la corruption. Qu'on soit des fans de politique abonnés au Canard enchaîné, Mediapart ou d'autres types d'ouvrages sur la question, mais c'est qu'en fait, bon déjà on a une difficulté à évaluer le coût de la corruption, hein. Il y a un chiffre qui ressort pas mal, c'est 120 milliards d'euros par an. Bon, on ne sait pas réellement. J'ai été aussi dans une commission à la Cour des comptes qui a fait un travail, hein, d'évaluation et qui elle-même dans ses conclusions le cite, hein, que c'est un phénomène par nature occulte.
mais c'est que je le sens de manière générale, que c'est un sujet qui intéresse, mais la manière dont il est traité dans la presse quotidienne, c'est souvent soit que par le prisme des affaires, et donc ça peut être assez déprimant de se dire, bon, bah, on a que des élus, ils sont tous corrompus. On ne parle jamais des initiatives positives, et ça, dans la newsletter, j'essaie quand même de mettre un point d'honneur quand il y en a, de parler d'outils culturels comme de podcasts, de films, etc., qui permettent de réfléchir, mais qu'également, il y a souvent la question, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces informations-là? Et donc, via ma communication, souvent, je me pose la question de, je ne souhaite pas faire que de l'informatif, comment je fais en sorte que les gens passent à l'action? Et donc, dans la newsletter, évidemment, il y a la veille, qui permet d'avoir un point de vue plus ou moins objectif de ce qui se passe, parce que souvent, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui avance. Bah, moi, je le vois de newsletter en newsletter, elle est de plus en plus longue, hein, à rédiger, parce qu'il y a de plus en plus d'affaires, mais qu'il y a également de plus en plus d'outils qui sont mis en place pour lutter contre la corruption. Il y a de plus en plus d'articles aussi spécialisés sur le sujet, et ça, je m'en réjouis, c'est un bonheur intellectuel de voir des journalistes se spécialiser sur ces sujets. Mais également qu'il y a, disons, une volonté des citoyens de s'impliquer de plus en plus. Et ça, je le vois notamment chez les jeunes, hein, que ce soit là pour des périodes comme on l'a connu pour les municipales, je vois énormément de personnes faire des vidéos sur les élus, sur les programmes, etc. Et je pense que c'est à valoriser. Mais qu'également, il y a des acteurs hein, qui sont à même de parler de ces sujets, mais à qui on donne pas toujours la parole, ou en tout cas dans des médias moins accessibles. Par exemple, dans Ligne de conduite, j'ai sorti un nouveau format qui s'appelle Tenir la ligne, où une fois par mois, un responsable d'autorité ou une personne en lien avec la lutte contre la corruption, la prévention de la corruption, sera interviewé dans ma newsletter, et le premier épisode a été avec le président de la Commission nationale des comptes de campagne, et il a abordé des sujets qui nous concernent tous, hein, dans l'interview, typiquement, eh bien, qu'en France, on a un système qui fait quand même qu'il y a un encadrement des dépenses de campagne, qui fait que on essaye d'avoir une concurrence qui soit pas faussée, parce qu'on aurait un milliardaire qui, du jour au lendemain, souhaiterait briguer le plus haut poste en France. Également, des sujets de la vie quotidienne, comme la lutte contre le narcotrafic, et de comprendre quel est le lien entre le narcotrafic et les municipales, qui est pas forcément évident. Et donc moi, ça me passionne, en fait, de rendre ces sujets pédagogiques, mais que aussi les gens se l'approprient. Moi, après 3 ans de production de contenu sur LinkedIn, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les retours de lecteurs qui me demandaient de creuser certains sujets, qui me demandaient même d'écrire sur certains sujets, de parler aussi de mon quotidien, hein, parce que je pense que j'ai pas un quotidien très classique. Ce que c'est, hein, par exemple, de partir à Mayotte 2 semaines pour une mission anticorruption. Et donc moi, ça m'a fait plaisir de documenter ça par plusieurs épisodes sur LinkedIn de carnet de bord. Et je pense qu'il y a des choses qui évoluent plutôt positivement. On ne pense pas comme ça, mais moi je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Certes, on dégringole dans le classement de Transparency, certes, il y a malheureusement des affaires qui font énormément de mal à la lutte contre la corruption, et notamment à des hauts niveaux de responsabilité présidentielle ou ex-présidentielle notamment, mais que localement, il y a des élus qui se forment, il y a des comités éthiques qui sont créés dans des collectivités, on a des référents déontologues qui sont très motivés, il y a même des diplômes qui se créent en matière de compliance publique. Je suis professeure aussi dans un certificat universitaire à Aix-Marseille, où moi je fais un module sur la cartographie des risques. Et donc l'idée vraiment, c'est de faire en sorte de rendre ces sujets lisibles, et de planter la petite graine de qu'est-ce que moi je pourrais faire pour lutter contre le phénomène à mon échelle. Merci beaucoup. En plus, on termine sur une note positive. J'allais te demander un dernier mot pour la fin, mais je sais pas, du coup, là, avec ce que tu viens de nous dire, si tu souhaites rajouter quelque chose pour terminer cet épisode. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien rappeler que la corruption, c'est un mouvement de balancier. Comme beaucoup de luttes sociales, il y a toujours ces moments où on pense qu'on a peut-être été trop loin en matière de formalisation, trop loin au niveau des normes, qu'on peut plus rien faire, etc. Et qu'à mon sens, il faut rester vigilant sur ces mouvements-là, parce qu'ils sont jamais anodins sur la manière dont les sociétés évoluent, et que c'est pas parce qu'on supprime des normes, qu'on supprime des lois, qu'on supprimera la corruption et ses effets délétères sur le bien commun. Et qu'également, au-delà du côté s'intéresser et lire, essayer de s'interroger sur la manière dont le sujet est traité dans la presse, et également gagner en esprit critique. Parce que je pense que c'est un sujet certes qui est complexe, mais qui est accessible de compréhension, et sur lequel je pense on gagnerait à, disons, se renseigner davantage, mais même à l'échelle de sa propre administration, de sa propre collectivité. De se poser la question de
Voilà, je vis dans une ville, est-ce que j'irais pas au conseil municipal de temps en temps, voir ce qui s'y passe? Également, on s'interroge parfois sur les dépenses des collectivités. Aujourd'hui, il existe des outils, hein, pour aller regarder les notes de frais, des uns, et des autres et de se renseigner en matière de transparence publique et de ne pas partir du principe que c'est une fatalité. Je pense qu'il faut se sortir de la tête que, de toute manière, il y en aura toujours de la corruption. Oui, la corruption, il y en aura toujours, pour autant, on a le pouvoir de faire en sorte que ce soit un niveau, disons, assez bas, et que dans les hypothèses où il y a une volonté farouche de corrompre ou d'être corrompu, et de faire en sorte de faire évoluer les mentalités à la fois des côtés des citoyens et de ceux qui nous représentent, parce que je pense que à la fin de la journée, on est dans la même équipe, quoi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. L'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.